Bien, bonjour à tous. Donc une nouvelle vidéo pour commencer ce chapitre 10 du programme de géographie sur le continent américain entre tension et intégration régionale. Donc ça commence une série de 3 chapitres en fait, les 2 autres portant plus précisément sur une comparaison entre États-Unis et Brésil. Alors je vous mets l'introduction rédigée, en description, de la vidéo, mais juste pour poser un petit peu le contexte, comme accroche, vous pouvez utiliser en fait le fait qu'il existe quand même des tensions entre notamment les États-Unis et le Mexique, mais qui en fait symbolisent de manière générale les tensions entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Donc je vous mets dans la description un lien vers une vidéo qui compile un peu plusieurs citations de Trump sur le Mexique. Là je vous en ai mis une, hein. Donc quand le Mexique nous envoie ces gens, ils nous envoient pas les meilleurs éléments, ils envoient ceux qui posent problème, ils apportent avec eux la drogue, ils apportent le crime, ce sont des violeurs. Bon, voilà, on voit à travers ce genre de citation qu'il y a quand même certaines méfiances, voire un mépris notamment de Donald Trump et d'une partie des Américains envers le Mexique. Et le projet de Trump de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique symbolise vraiment les tensions qui peuvent exister entre les deux pays et, comme je l'ai dit, de manière plus générale, entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. En effet, vu qu'on est ici à l'échelle d'un continent, il faut tout de suite poser un petit peu quelques repères. Deux manières de décrire ce continent. Le premier, c'est ce que vous avez sur la carte de gauche, une opposition entre l'Amérique, qu'on appelle en fait du Nord anglo-saxonne, donc Canada, États-Unis, et à partir du Mexique, et puis tout le reste du continent, Amérique du Sud, c'est l'Amérique latine. Une différence de langue, de culture assez marquée. Et autre manière de décrire, c'est l'Amérique du Nord qui recoupe du coup l'Amérique anglo-saxonne, Amérique centrale, donc pour le Mexique ainsi que toutes les Caraïbes et l'Amérique centrale, donc tous ces pays qui sont entre les deux parties du continent, et l'Amérique du Sud. Donc vous avez ces deux manières de décrire parce qu'on est quand même sur un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants et 55 pays ou territoires. Donc évitez de faire des généralisations. C'est ce qu'on va essayer de faire nous. D'ailleurs, dans ce chapitre-là, il devient encore plus important de faire ce qu'on avait déjà vu, de dire états-unien ou états-unienne et non pas américain, puisque sinon il y a un risque de confusion entre est-ce qu'on parle du pays ou du continent. Alors au vu du sujet, il y a 2 éléments à montrer, hein. C'est qu'il y a les tensions, ça c'est ce qu'on vient de voir en accroche. Il y a des tensions qui sont moins militaires aujourd'hui surtout, mais elles sont au niveau économique, au niveau diplomatique. Notamment parce que les États-Unis considèrent un petit peu, on va revoir ça, l'Amérique latine comme, leur chasse gardée, c'est-à-dire ils considèrent que c'est un peu un territoire qui leur est réservé. C'est eux qui doivent gérer les problèmes qui s'y passent. Donc ça, c'est pour les tensions, mais votre sujet, il a aussi le terme d'intégration. Ça, c'est un terme important en géographie. Intégration, il faut le comprendre ici comme rapprochement. Donc il y a aussi, en même temps que ces tensions, une volonté d'intégration, c'est-à-dire rapprocher les différents territoires qui composent l'Amérique, et ça, c'est parce qu'on est dans un contexte qui est toujours le même en géographie, hein, c'est celui de mondialisation. Néanmoins, ce qui va être intéressant de voir, c'est que notamment l'Amérique latine va avoir ses propres logiques d'intégration, parfois contre les États-Unis. Et donc, je vous laisserai voir, hein, dans la description, on peut justement faire une problématique autour de intégration d'un côté, tension de l'autre. Donc, il y a d'un côté une volonté d'intégration et en même temps des tensions. Voilà pour l'intro, hein, vous l'avez de manière rédigée plus précise, donc dans la description. Alors, on va commencer, première partie, en s'intéressant un peu à, plutôt dans le titre, j'ai mis les Amériques exprès, hein, pour montrer qu'on est dans un continent qui est quand même assez divers et qu'il est difficile de le généraliser à une seule situation puisqu'il y a des grosses inégalités. Et première sous-partie sur vraiment la domination des pays, donc des Nord, c'est-à-dire Amérique du Nord, Canada, États-Unis, sur les Sud. En effet, avec le Canada et les États-Unis, on a des pays qui sont très développés, qui sont intégrés à la mondialisation et qui sont parmi les plus importantes puissances quand même à l'échelle mondiale, sachant qu'il y a quand même notamment une domination vraiment très très marquée des États-Unis en particulier. Alors là, on va voir plusieurs domaines de domination, euh, qui sont les différents domaines de la puissance en fait. D'abord, il y a une domination qui est politique. Ce que je vous ai mis là sur la diapo, ce sont les pays qui sont membres du G7, et donc on remarque que nos deux pays en font partie, contrairement à tout le reste du continent où aucun autre pays n'en fait partie. Donc il y a le G7, ils font aussi partie de l'OTAN, par exemple. Néanmoins, comme je vous l'ai déjà, j'ai déjà commencé à le dire, la puissance des États-Unis est nettement plus marquée que celle du Canada. Par exemple, à l'ONU, les États-Unis font partie du Conseil de sécurité. Vous vous souvenez, ils ont un droit de veto, ce qui n'est pas le cas du Canada.
Donc ça, c'est pour la domination politique. Deuxième aspect de la domination, c'est la domination économique. Alors là, je vous ai mis dans votre livre, vous avez un document, une carte par anamorphose qui commence à être un peu datée, mais globalement, ça n'a pas changé énormément. Et cette carte par anamorphose nous permet vraiment de voir que les États-Unis, ça se voit très bien, dominent très largement le continent. Leur PIB est beaucoup plus important que celui des autres pays. Je vous ai mis à gauche un tableau là qui montre en chiffres ce que ça donne. En fait, le PIB des États-Unis est à 20 000, plus de 20 000 dollars, 20 000 milliards de dollars. Mais les autres pays qui sont, sont bien loin derrière. Donc vous avez le Brésil deuxième et le Canada troisième. Donc vous voyez que le Canada est un petit peu derrière le Brésil, on y reviendra. Et donc en pourcentage, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis, c'est 73%. Donc quasiment les trois quarts du PIB de l'ensemble du continent. Donc ils écrasent vraiment le continent par leur domination économique. Et vous avez également la présence de firmes transnationales états-uniennes sur l'ensemble du continent. Il y en a plein d'exemples, mais par exemple la firme Monsanto dans le domaine de l'agriculture est un exemple de cela. Cette inégalité économique se traduit du coup en termes de développement, puisque si on prend l'IDH de ces deux pays en 2017, vous avez les États-Unis et le Canada qui ont des IDH qui sont très élevés, hein, ils sont respectivement 21e et 22e. Donc ça montre encore une fois cette inégalité. Et enfin, troisième aspect de la domination, c'est la domination qui est culturelle, puisque ces deux pays, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont anglophones, leur population est majoritairement blanche et protestante, alors que le reste du pays est plutôt soit hispanophone, donc espagnol, soit lusophone, par le portugais. Ils sont plutôt catholiques et c'est des populations qui sont marquées par un très fort métissage. Or, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une américanisation qui est valable à l'échelle du monde, mais encore plus, si vous voulez, en Amérique, sur le continent américain. La culture américaine se diffuse vraiment à l'ensemble du continent. Là, j'ai mis une illustration de cela, puisque le contraste, la photo montre le contraste entre d'un côté cette femme qui est habillée en habit traditionnel et derrière la pub Coca-Cola. Donc ça, c'est une photo symbolique. Mais pour prendre un exemple un peu plus précis, on peut prendre les McDonald's. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sur l'ensemble des pays du continent américain, en fait, là, on voit pas forcément très bien, mais il n'y a que 4 pays où il n'y a pas de McDonald's sur l'ensemble du continent. En l'occurrence, c'est la Bolivie, Cuba, le Guyana et le Belize. Peu importe, ce qui compte, c'est de retenir que tous les pays ont des McDonald's, sauf 4 à l'échelle de tout le continent. Donc voilà 3 exemples, enfin 3 domaines de la domination des États-Unis. Pour terminer cette partie, il faut quand même, on est en géographie, il faut essayer de changer d'échelle malgré tout, puisque à l'intérieur même de ces pays, il y a de très fortes inégalités. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas des États-Unis, là vous avez une carte de densité de la population. On voit très 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 bien bon, la côte ouest. La côte est est particulièrement dense et plus on va vers le centre, moins il y a de gens et notamment vous avez toute cette zone centrale qui est très 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 peu peuplée. Et donc évidemment les zones qui sont intégrées à la mondialisation, c'est plutôt les côtes et d'ailleurs, pareil pour le Canada. Le Canada, cette partie-là est peuplée, mais le reste du territoire est relativement vide d'hommes. Et donc, c'est des zones qui sont plus dynamiques. Donc ça, c'est pour montrer la domination vraiment des États-Unis et du Canada, mais en particulier des États-Unis, sur le reste du continent. Maintenant, il faut s'intéresser à ce dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire en Amérique latine, des pays émergents qui sont intégrés à la mondialisation, mais on va voir qu'il y a plusieurs catégories de pays. Donc justement, c'est une sous-partie, si vous voulez. On va voir qu'on peut classer ces pays d'Amérique latine en 3 catégories. Ça un peu une simplification, comme toujours quand on fait des catégories, mais ça permet de les classer quand même. Première catégorie, donc ce sont vraiment les pays qui sont les pays émergents. Si on reprend, donc vous pouvez faire des tirets, hein, par exemple là c'est un premier tiré sur les pays émergents en Amérique latine. Cette carte par anamorphose nous montre bien les pays qui se distinguent en fait. Si on la regarde, c'est la même que je vous ai déjà montré, qui est dans votre livre. En fait, on a deux pays qui se distinguent par le chiffre de leur PIB, l'importance de leur PIB, donc c'est le Mexique et le Brésil, on voit qu'ils ressortent. Et on a deux pays, le Chili et l'Argentine, qui se distinguent plutôt par un IDH plutôt élevé, plus élevé que la moyenne du continent et la moyenne mondiale d'ailleurs. Donc ces quatre pays, Brésil, Mexique, Chili, Argentine, ce sont donc, on peut dire que ce sont des pays émergents, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se développer dans les années 1960 et ça s'est accéléré. Il y a eu des progrès économiques et aussi au niveau démocratique qui leur a permis d'atteindre un peu ce statut. Et
Notamment, on va insister sur le Brésil, mais on va le revoir, donc j'insiste pas trop pour l'instant. Le Brésil, c'est vraiment la grande puissance émergente de l'Amérique latine. Il appartient, vous vous souvenez, à ces pays qu'on appelle les BRICS. C'est, la 8e puissance économique mondiale, c'est la moitié du PIB de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, c'est le Brésil. Donc on y reviendra, on aura le temps d'en reparler, mais il faut vraiment retenir ces pays, mais en particulier le Brésil. Deuxième catégorie de pays, ce sont des pays qui ont un profil socio-économique qui est un peu plus fragile. Ça va notamment concerner les pays, des Caraïbes qui sont en fait, tournés vers notamment une activité qui est, le tourisme. C'est-à-dire que dans les Caraïbes, aux Bahamas, l'activité par exemple, c'est 60 du PIB. Donc ça veut dire que le pays est extrêmement dépendant de cette activité. Là, je vous ai montré des exemples, hein. Il y a 2 grandes, formes de tourisme et notamment c'est le tourisme, de croisière. Donc là, vous avez un exemple de bateau de croisière et vous avez des énormes complexes, heu, hôteliers, destinés aux touristes quand même plutôt aux touristes riches qui viennent en particulier des États-Unis. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont faire du tourisme dans les Caraïbes sont en grande majorité à 80 sont, états-uniens et donc voilà, c'est une forme de tourisme, comme une autre. Moi personnellement, elle me fait pas beaucoup rêver, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Et donc ces pays sont un peu moins intégrés à la mondialisation, mais vous avez, cette activité-là qui est vraiment l'activité principale. Et enfin, troisième catégorie de pays, vous avez un pays qui est dans les pays les moins avancés, donc c'est les pays en difficulté, hein, vraiment. Le premier exemple qu'on a, c'est Haïti, qui est donc dans ces PMA, dont on avait vu que la majorité se trouvait en Afrique. Il y en a un sur le continent américain, c'est Haïti, avec un IDH de 0,45. Et il y a quand même un deuxième exemple qu'on peut prendre, qui est plus récent, c'est celui du Venezuela. Donc j'ai pas mis de carte, mais le Venezuela, c'est le pays qui est ici. Le Venezuela, donc, connaît des difficultés économiques, parce qu'il connaît une crise très, très forte depuis 2013. En fait, il y a ce qu'on appelle une hyperinflation au Venezuela, c'est-à-dire que la monnaie perd toute sa valeur. Là, je vous ai mis des photos, elles sont déjà, datées, hein, parce que c'était déjà l'année dernière. C'était à l'époque ce qu'il fallait en monnaie vénézuélienne pour acheter, un rouleau de papier toilette, des tomates, 1 kilo de viande. Donc en fait, la monnaie n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus utiliser, typiquement leur salaire pour, se nourrir et donc ça suppose de passer par le marché noir notamment. Et donc, face à cette crise, la conséquence, c'est que beaucoup, beaucoup de Vénézuéliens quittent leur pays, émigrent. Début de l'année, là, 2020, on estime qu'il y avait presque 5 millions de personnes qui avaient quitté le pays, c'est-à-dire à peu près 15% de la population. Donc, il y a vraiment un exode massif de gens qui quittent le pays pour faire face à cette crise. Alors, simplement pour terminer cette première partie, là, on vient de voir 3 catégories de pays. Il faut quand même voir dans un deuxième temps que ces pays ont des points communs. C'est-à-dire que, au-delà des différences, une chose qui les caractérise, et c'est pour ça que ce sont des pays qui sont encore, émergents ou en développement ou en difficulté, c'est qu'ils connaissent, malgré la croissance, des très fortes inégalités, à l'intérieur même du pays. Donc à nouveau, là, on change d'échelle. Par exemple, là, je vous ai mis une carte qui montre, ici, vous avez le nombre total de millionnaires, qui se trouvent dans les différents pays, avec le graphique. Et là, c'est la valeur de leur fortune par pays. Et en fait, ce qu'on remarque qui est très intéressant, c'est qu'au Mexique, la valeur de la fortune de tous les millionnaires est même un peu plus élevée que celle en France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est beaucoup plus pauvre, mais qui n'a pas moins de millionnaires. C'est le pays d'Amérique latine qui a le plus de milliardaires, hein, pardon, en Amérique du Sud. Pourtant, c'est le quatrième PIB de la région. Donc 11 milliardaires et 46% de la population sous le seuil de pauvreté au Mexique. Donc là, on a vraiment le résumé des contrastes, si vous voulez. Et si on change encore d'échelle, qu'on zoome encore un peu plus, ces inégalités se retrouvent à l'échelle des villes même, voire même d'un quartier. Là, je vous ai mis une photo qui est assez célèbre du Brésil. Vous avez à droite un hôtel visiblement relativement luxueux, parce que vous avez quand même des gens qui ont une sorte de jacuzzi, piscine sur leur balcon, qui donne sur un bidonville qu'on appelle donc au Brésil des favelas. Donc là, on a bien le contraste à quelques dizaines de mètres d'écart. Vous avez des populations très aisées et des populations extrêmement pauvres. Voilà pour cette première partie, la suite dans la prochaine vidéo.